Merci pour votre patience. J'en déduis que s'il y avait des désaccords entre l'État et la région, vous avez dû déjà trouver un fil conducteur pour vous entendre. Bien, Madame la préfète, Monsieur le Président de la région, Mesdames et Messieurs, merci de votre présence à cette feuille de route de fret et logistique Grand Est. Je tiens à remercier la région pour son accueil et pour la qualité, même si la clim n'a pas été installée en son temps, de l'endroit qui nous accueille aujourd'hui et qui est... Pardon ? Ah oui, ouais, mais moi je suis transporteur, donc j'ai mon écologie à moi. Et quand il fait chaud, c'est pas mal de mettre la clim. Bon, donc merci à la région de nous accueillir dans ces belles conditions. Je pense que la présence de Madame la préfète et la présence de Franck à nos côtés montrent l'implication de la région sur ce sujet. J'avais déjà pu le mesurer il y a plus d'un an en arrière avec avec ton prédécesseur dans le cadre de la foire de Challans où on avait lancé cette feuille de route et où j'avais senti une implication et de la région et de l'État par rapport au travail qui est produit par l'ORTL. Alors l'ORTL, c'est l'Observatoire régional des transports et de la logistique. C'est une association qui a été créée en 2017 suite à la fusion des trois régions. Mais les ORT existaient depuis bien longtemps, puisque en ce qui me concerne, j'avais présidé celle du Grand Est pendant une vingtaine d'années et très gentiment et très naturellement, mes collègues ont souhaité que je prenne le relais pour la création de l'ORTL Grand Est. Qu'est-ce que c'est que l'ORTL ? C'est une trentaine de membres, des administrations, des gestionnaires d'infrastructures de transport, la région, des grandes agglomérations, des fédérations professionnelles, des organismes du secteur de la formation, du CCI, des CCI. En réalité, c'est à l'initiative de l'État une association qui a été créée où c'est le seul endroit d'échange où on mélange les différents corps privés et publics, ce qui nous permet d'avoir d'abord une liberté de parole, mais surtout d'avoir des échanges constructifs et d'essayer tous ensemble d'avancer et de faire évoluer les grandes lignes et les grandes problématiques de notre pays, surtout les problèmes de logistique. Notre travail au fil des années, ça a été de produire des connaissances sur les transports de marchandises et la logistique dans le Grand Est. On a dû quand même être assez remarqué puisque en tant que transporteur, j'ai des relais avec d'autres ORT de région et par exemple le RT de Bretagne qui était un peu endormi s'est inspiré de ce qui était fait chez nous pour le développer et aujourd'hui, je dois dire qu'il y a un certain nombre de régions de France qui montrent leur dynamisme et vous pouvez les uns et les autres qui s'investissent dans ces réunions être fiers parce qu'en fait on sert un peu d'exemple pour ce qui se fait ailleurs. Dans nos volontés, c'est de valoriser et de diffuser les connaissances. On a des équipes de l'Adréal qui nous aident énormément pour faire aboutir un certain nombre de dossiers. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est de constituer un lieu d'échange entre ses membres. Tout ça, ça permet de construire des visions qui sont partagées sur le fret et la logistique. Je dois dire parce que je le sais, d'autres modes de transport sont ici présents. On arrive à avoir des échanges qui sont toujours très positifs et avec une écoute des uns et des autres et avec une reconnaissance des uns et des autres et de nos particularités dans nos modes de transport. Je sais que d'aucuns souhaiteraient plus voir un camion sur les routes, mais quand on fait encore 98% des échanges, on se dit qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc on arrive à évoluer sur un certain nombre de choses et on travaille la main dans la main, que ce soit avec la SNCF ou avec les flux des voies navigables avec lesquelles on a fait des bonnes choses. Le sujet de la feuille de route qu'on va vous présenter aujourd'hui sur le fret et la logistique, déjà parce qu'on m'a expliqué que dans cette assemblée de qualité, un certain nombre de personnes étaient peut-être un peu moins au fait que moi dans la logistique, qui le fait depuis plus de 40 ans en dirigeant une PME de transport à Reims. La logistique, c'est tout ce qui permet aux entreprises et aux personnes de disposer des biens dont ils ont besoin. Alors, si je voulais être chauvin, je vous dirais que si vous l'avez, c'est parce qu'un camion l'a transporté, mais comme je veux énerver personne, je ne le dirai pas, mais vous l'avez quand même entendu. Et c'est à la fois le transport, mais c'est aussi le stockage, la préparation des commandes,
les livraisons ainsi que l'organisation des flux. Et c'est la croisée de nombreux enjeux et c'est lié aussi à ce type de feuille de route, c'est-à-dire qu'il y a des besoins d'infrastructure, des besoins de foncier, des besoins de personnel et c'est toutes des activités qui ont un impact sur l'environnement, d'où l'intérêt d'avoir des réflexions de fond et d'avoir une visibilité sur ce qu'on veut faire à la fois des déplacements mais aussi de notre région. Dans les grands éléments qui ont été posés, ça a été un diagnostic sur la situation du Grand Est en matière de logistique. Vous savez qu'on est une région assez particulière puisque on est à un carrefour, on est à l'interface, on est la région la plus européenne puisqu'on a des frontières avec 4 pays, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. On a chez nous des grands axes de transport européens qui s'y croisent, les corridors trans-européens de transport, qui d'ailleurs font que je crois avoir compris que la région se posait des questions pour éventuellement taxer un peu l'utilisation de nos routes. C'est un sujet auquel tu auras du mal à échapper, mon cher Franck, parce qu'on a un problème de compétitivité qui va apparaître, mais ce n'est ni le lieu ni l'endroit pour que je te titille là-dessus, on fera ça à un autre moment. C'est des réseaux de transport relativement denses pour le ferroviaire, le fluvial, puisqu'on a le Rhin, la Moselle, la Seine et la Meuse dans notre région. Et qu'on est structuré autour de 2 grands axes, le sillon lorrain et l'axe rhénan en Alsace, ainsi qu'autour de l'Île-de-France avec un axe en rocade, 3 Châlons-Reims remontant ainsi vers la Belgique et les Ardennes. On a aussi, je dois vous le dire, une forte concentration des activités logistiques sur ces axes. Et aujourd'hui, il y a des différences qui sont marquées entre les territoires en termes d'importance, de type d'activité présente, de coûts, et de disponibilité du foncier. Il y a un vrai problème dans notre région qui se pose au niveau du foncier. Et donc, comme on le verra tout à l'heure, quand on rentrera dans le vif du sujet, c'est la problématique de beaucoup d'entreprises aujourd'hui pour trouver du foncier et se développer dans de bonnes conditions. En tout cas, ce qu'il faut quand même que tout le monde ait en tête, c'est que le fret et la logistique, ça représente 125 000 emplois dans le Grand Est. Et il y en a à peu près la moitié qui sont des emplois induits. Donc on ne peut pas traiter ce sujet sans aller au fond de la question. Il faut dire que le fret et la logistique ont de nombreux défis à relever. Le plus évident pour tous, c'est la transition énergétique des transports, sur lequel on parle de décarbonation et sur lequel je suis intervenu récemment à Châlons avec François Gemène, qui est un spécialiste bien connu sur ce secteur et avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger parce qu'il n'était pas dogmatique, il comprenait bien que les choses devaient se faire avec le temps. Je pense que c'est aussi l'intérêt dans l'ORT d'avoir des professionnels, c'est que nous, on est là pour essayer que les décisions qui sont prises dans nos réflexions soient réalistes. Je ne voudrais pas faire de mauvais procès, mais souvent les gens qui nous dirigent ont des vues un peu utopistes ou mettent en tout cas des objectifs à atteindre très ambitieux, voire trop ambitieux et très court terme, tout en sachant que nous, dans nos entreprises, on y était avant, on y est après, et que dans ces mondes-là, il y a plutôt un turnover qui fait que fixer des objectifs, si on veut qu'ils soient atteignables, il faut que d'un commun accord, on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc transition énergétique, très important. Maîtrise et optimisation de la consommation foncière, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'aménagement du territoire, les ressources humaines et l'état et la performance des infrastructures. Il y a un besoin de travailler ensemble pour répondre à ces enjeux parce que il n'y a pas d'acteur unique qui peut porter toutes les réponses. Je pense que tout le monde ici, et votre présence le montre, en est convaincu. Les solutions, elles viennent du public et du privé. On doit travailler ensemble, la main dans la main. On doit établir un dialogue dans la bonne humeur et dans de bonnes conditions. Mais de toute façon, il faut dialoguer. De toute façon, je suis, à titre personnel, convaincu que quand il y a des oppositions, c'est souvent parce que les gens ont oublié de se parler. Donc à partir du moment où on dialogue, chacun peut comprendre les problèmes des uns et des autres. Et l'objectif de la démarche dont on vous rend compte aujourd'hui, c'est justement de continuer à développer ce dialogue entre les différents acteurs publics et privés. C'est de partager des visions communes des enjeux et de ce qu'il y a à faire. On vous
montrera tout à l'heure les différentes réunions qui ont lieu à différents endroits de notre grande région, que ce soit à Reims, Mulhouse, Metz, Nancy, Strasbourg, et qui ont eu une audience importante, avec beaucoup d'investissements, des professionnels et d'autres. C'est donc l'essence même de l'ORTL que de faire ce genre de choses. Et c'est pour ça que l'Observatoire a été chargé, je le disais tout à l'heure, avec une vraie volonté de l'État et de la région de travailler sur ce type de sujet. Voilà en grande introduction ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et avant de rentrer plus dans la feuille de route, je passe la parole à Franck Leroy, notre président de région. Je pensais qu'il y a M. Valère qui intervenait avant moi. Eh ben moi, on m'a dit que c'était toi, donc il faudrait que ça soit toi. Allez-y, Monsieur le Président. Non, je pense. Écoutez, moi d'habitude, Thierry Coquille, le directeur général, intervient, mais comme je suis son collaborateur, moi je laisse la priorité aux personnes locales. Monsieur le Président du Conseil régional, Madame la Préfète, c'est le protocole. Tout à fait. Oui. Et qui finit. Voilà. Bon, c'est la magie du direct. Hein, vous avez... ouais. Donc je réponds très volontiers à l'invitation de Jean-Pierre. Bonjour à tous. Je voudrais saluer Madame la préfète de région, les représentants donc, de la DGITM, saluer également les représentants de SNCF Réseau. Je crois que Laurence Berru est... Elle est là. Elle est là, pardon, je ne vous avais pas vu, Laurence. Saluer également les représentants de VNF, du groupement interprofessionnel des activités du transport et de la logistique, et vous toutes et tous dans vos grades et qualités. C'est un vrai plaisir que de vous accueillir à l'occasion de la présentation de la feuille de route issue de cette conférence régionale qui avait été initiée il y a à peu près un an à la foire de Châlons et qui a permis à la fois au monde des logisticiens, les représentants de l'État, les représentants de la région de travailler efficacement et donc de nous rendre aujourd'hui une feuille de route qui, comme l'a dit Jean-Pierre Caillot à l'instant, est à l'intersection de beaucoup de problématiques que nous devons aujourd'hui affronter. Je voudrais saluer le travail que Jean-Pierre a fait avec l'ensemble des personnes qui ont travaillé à côté de lui. Jean-Pierre est un homme de défis, on se connaît depuis longtemps. Défis sur le plan professionnel, défis sur le plan sportif. Et je pense qu'il était l'homme de la situation pour satisfaire cette demande qu'avait exprimée mon prédécesseur d'avoir précisément une feuille de route tant on sait l'importance des activités de fret et de logistique qui sont aujourd'hui indissociables de la réindustrialisation de notre pays, indissociables des enjeux liés à la transition écologique et à la transition énergétique, indissociables de la problématique de l'artificialisation des sols. Je sais que la question du ZAN est une question qui préoccupe le monde de la logistique et des transports, indissociable, j'allais dire, de tous les grands enjeux auxquels il nous faut aujourd'hui répondre, avec cette spécificité qu'il évoquait à l'instant, d'une région qui a une situation géographique tout à fait singulière. On est à l'opposé, j'allais dire, de la Bretagne, à la fois géographiquement et en même temps, la Bretagne est une avancée, j'allais dire, vers l'océan Atlantique. Nous sommes une avancée dans l'Europe, avec ces 750 km de frontières qui génèrent évidemment des flux est-ouest, nord-sud, dans toutes les directions, qui sont d'ailleurs au cœur des problèmes que nous devons aujourd'hui résoudre sur les problématiques de transport des voyageurs, transport de fret, avec également des territoires qui sont très exposés à ces flux internationaux et d'autres qui sont beaucoup plus enclavés, mais qui, par exemple, à l'image de certains territoires, sont confrontés à des problèmes de fret capillaire et de fermeture potentielle de lignes qui, évidemment, renverraient vers la route des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de camions, alors que ce fret ferroviaire aujourd'hui est indispensable à des pans entiers de l'activité agricole. Donc on voit bien qu'on est à la convergence d'un certain nombre d'enjeux très directement liés à la planification écologique dont il est question nationalement et régionalement. Nationalement parce que cette stratégie a été présentée en début de semaine par la Première ministre et va l'être à nouveau, je pense, par le Président de la République lundi prochain. Régionalement parce que nous avons engagé avec Madame la Préfète de région, sur la base des travaux qui avaient été entrepris par mon prédécesseur dans le cadre des Business Act 1 et 2, une réflexion commune sur la nécessité de déployer à l'échelle régionale cette planification écologique qui implique, comme Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, du temps. Par définition, quand on fait des transitions, c'est parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain prendre un virage à 90 degrés et qu'il nous faut amorcer des transitions, des changements
qui prendront du temps, parce que quand on parle de logistique, on ne peut pas non plus tout bousculer et mettre en péril des pans entiers de l'économie régionale, que les acteurs ont des problématiques de flotte, évidemment, des exigences liées à la compétitivité, leur compétitivité, mais également la compétitivité de leurs clients, qui est un facteur extrêmement important aujourd'hui et qu'on ne peut pas, absolument pas mettre en péril au risque de provoquer des catastrophes économiques dont nos territoires se ressentiraient. Et donc, on voit bien que ces questions sont véritablement au cœur de l'actualité. Alors, dans un instant, Thibaut Philippe exposera un petit peu les conclusions vues de la région de ce travail et les dynamiques que nous entendons soutenir compte tenu des compétences qui sont les nôtres. Nous n'avons pas des compétences pleines et entières sur le sujet, mais notamment à travers le SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Il va de soi que les questions du ferroviaire, les questions du fluvial, les questions du trafic routier, de la logistique, sous quelque forme que ce soit, sont des questions qui reviennent et qui concernent l'ensemble des territoires de notre région et qu'on se doit évidemment d'apporter à ces questions une attention très particulière avec des phénomènes qui, nous le savons tous, se sont développés fortement ces dernières années. Je prends l'exemple du e-commerce qui génère des flux incomparablement supérieurs à ce qu'on vivait dans nos villes il y a encore 5 ans ou 10 ans et notre crainte, c'est qu'évidemment ces flux d'e-commerce se densifient encore, entraînant avec eux des difficultés pour les villes, pour les agglomérations, des problématiques de pollution, d'encombrement, un trafic incessant, une forme de précarisation également sociale, parce que, j'allais dire, on sait très bien que certains statuts, je prends l'exemple des livraisons de repas à domicile, Uber Eats, etc., enfin, on sait très bien dans quelles conditions ces personnes travaillent. C'est aussi de la logistique, c'est aussi une forme de livraison et donc de flux logistiques nouveaux. Et tout ça vient évidemment ajouter des difficultés aux difficultés et crée parfois une perception de ces enjeux du fret, de la logistique, du transport qui irrite certains de nos concitoyens, même si ces mêmes concitoyens parfois, pour un oui, pour un non, commandent en espérant avoir dans les 15 minutes ou dans l'heure qui suit une camionnette qui arrive chez eux et qui vient de délivrer le service ou l'objet attendu. Donc voilà, on voit bien qu'il y a des sujets majeurs, qu'il y a beaucoup de contradictions, qu'on doit avoir une orientation, et Jean-Pierre l'a rappelé, qui est évidemment la transition écologique, c'est-à-dire la décarbonation de nos flux, de nos activités. Ça prendra du temps, on ne change pas une flotte en claquant des doigts. Encore faut-il d'ailleurs que les flottes soient en capacité de changer, parce que la technologie met du temps à se mettre en route, si vous me permettez cette expression, et qu'on ne peut pas imaginer que demain, tous les camions circulant aujourd'hui au gasoil, dans 3 ans, soient tous à l'hydrogène ou à l'électricité. C'est absolument impossible, et qu'il nous faut donc définir précisément une feuille de route. Et vous semblez, enfin, cette configuration semblait la meilleure, en tout cas, pour engager un travail où le dialogue a été constant, où les réflexions se sont constamment croisées dans un esprit constructif. Et je pense que, d'ores et déjà, cette démarche est un succès, même si on est au tout début du chemin, et même s'il nous faudra évidemment continuer à nous voir, à envisager un avenir plus décarboné ensemble, mais ça ne pourra se faire que par ce travail de concertation, des avancées régulières, de la compréhension mutuelle, parce qu'encore une fois, la fragilité de certaines entreprises, c'est un élément que nous devons prendre en considération. La difficulté pour certaines entreprises de faire muter leur flotte, c'est un élément qu'on doit impérativement prendre en considération. La nécessité de faire évoluer également certains réflexes de nos propres concitoyens, qui demandent toujours plus de rapidité, toujours plus de souplesse, mais qui effectivement sont parfois contradictoires dans leurs attentes avec l'aspiration à un monde plus vert qu'ils expriment par ailleurs. Voilà quelques-unes des réflexions que je souhaitais partager avec vous, en vous remerciant une fois encore de votre mobilisation à toutes et à tous. Merci, cher Jean-Pierre, pour les propos introductifs que tu as eus, qui ont parfaitement posé le sujet. Et je vais, si vous le voulez bien, passer la parole à Madame la préfète de région avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Merci. Monsieur le Président du Conseil régional, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre accueil dans cet hémicycle. Monsieur le Président de l'ORTL, je voudrais vous remercier personnellement pour votre engagement dans cette réflexion, pour avoir su fédérer tous les acteurs autour de vous, mais chacun, je crois, connaît votre
dynamisme, votre capacité à jouer collectif. Et je tiens sincèrement à vous remercier pour votre qualité d'écoute. Et vous avez eu raison de rappeler que le Grand Est a souvent valeur d'exemple. Nous avons été les premiers à lancer un Business Act, puis un deuxième, et nous sommes à nouveau les premiers à nous lancer dans la déclinaison de France Nation Verte avec la démarche engagée sur Grand Est Région Verte, et on en est assez fiers, et je suis persuadée que cela produira un programme d'action opérationnel et concret. Je voudrais saluer bien sûr tous les représentants du transport et de la logistique, et tout particulièrement le représentant de la DGITM, puisque l'initiative des assises est aussi une demande du gouvernement que nous avons choisi avec le président du conseil régional de conduire ensemble, comme toutes les réflexions, même si les textes ne nous font pas toujours obligation, hormis pour le CPER, d'œuvrer ensemble, mais c'est bien ça l'intérêt général. Donc cette réunion vient couronner plusieurs mois de réflexion. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, ces assises du fret et de la logistique ont été lancées à Châlons lors de la foire, qui est un grand rendez-vous aussi pour le Grand Est. Et pour arriver à cet événement de synthèse, ce n'est pas une, mais 5 conférences qui ont été organisées donc d'octobre 2022 à mars 2023. Alors ces conférences, je tiens aussi à le mentionner, ont rassemblé près de 250 personnes du public comme du privé, dans l'esprit positif que vous avez souligné, Monsieur le Président. Le résultat de ces réflexions n'est bien entendu qu'un point de départ qu'il nous appartiendra encore ensemble de mener à bien en fédérant tous les acteurs autour de ce sujet majeur. Et ce n'est pas à vous, bien sûr, qui en êtes des spécialistes, que je vais rappeler l'importance des enjeux de la logistique. C'est un secteur souvent peu visible, peu connu, parfois mal aimé, avec les contradictions que vous avez évoquées, Monsieur le Président, mais qui est pourtant indispensable aux activités économiques et à l'attractivité de nos territoires. Dès lors, 2 enjeux essentiels au cœur des politiques nationales et régionales méritent d'être soulignés. Alors, celui de la réindustrialisation, dont la priorité a été récemment réaffirmée par le gouvernement et dont les objectifs sont essentiels pour renforcer l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Et bien sûr, vous l'avez largement explicité, Monsieur le Président du Conseil régional, celui de la transition écologique, qui demande une réflexion sur le volet énergétique, sur l'optimisation de l'usage des différents modes de transport, qu'il convient de penser en complémentarité et non en opposition, ou encore la prise en compte de la logistique dans les différentes planifications nationales et territoriales que nous allons mettre en place. Nous le savons tous ici, le monde de la logistique et du fret est résilient et solide. Il est non seulement capable, mais désireux, vous l'avez indiqué, Monsieur le Président de l'ORTL, de relever ces défis, puisque c'est bien ce terme de défi qu'il faut retenir. Relever ces défis requiert une coopération des différents acteurs et surtout une vision globale et coordonnée des actions à entreprendre à tous les échelons territoriaux. C'est l'objet de la mission qu'a confiée le comité interministériel de la logistique au préfet de région et qu'il nous appartenait de relever ensemble. Dans le Grand Est, région très fortement concernée, vous l'avez mentionné aussi, Monsieur le Président, au titre de son positionnement au cœur de plusieurs corridors et de sa forte composante industrielle et agricole, ne l'oublions pas, nous avons décidé d'initier une démarche de fond et en pleine concertation, harmonie avec le Conseil régional. Nous avons souhaité y associer de façon large tous les acteurs publics et privés
afin de disposer d'une vision réaliste des différents sujets traités et sans approche dogmatique, vous l'avez aussi mentionné, Monsieur le Président de l'ORTL. Le pilotage donc, de cette démarche qui vous a été confiée, et je vous remercie de l'avoir accepté, symbolise cette multiplicité d'acteurs intervenant dans la chaîne logistique, mais aussi le souhait de ne pas faire une démarche seulement institutionnelle, mais bien ancrée dans les réalités du monde économique. Et pour souligner le caractère concret que nous visons à travers cette démarche, je finirai en annonçant que des moyens conséquents sont d'ores et déjà consacrés aux infrastructures nécessaires au fret et à la logistique dans notre région à travers le CPER Mobilité 2023-2027 pour lequel j'ai reçu donc un mandat de négociation de la Première ministre. Alors ce CPER que nous conduisons de concert, Monsieur le Président, est en cours de finalisation. Il répond donc à notre volonté commune de soutenir les efforts nécessaires à l'atteinte des objectifs de performance et de transformation de ce secteur. Ces moyens seront alloués à des installations ferroviaires, des lignes capillaires, eaux fluviales ou encore aux plateformes multimodales structurantes comme par exemple les ports. Le fret apparaîtra ainsi pour la première fois dans ce document engageant de planification de nos investissements pour les 5 ans à venir. Alors je vous remercie évidemment encore une fois pour tout le travail qui a été fait et je ne doute pas que les échanges de cet après-midi seront particulièrement fructueux. Président, à vous. Merci, Madame la Préfète, pour votre intervention. Quand nous avons eu nos ateliers, on a fait émerger un certain nombre d'attentes. On peut peut-être juste avant, en introduction de vos propos, peut-être laisser Kevin Pereira présenter la démarche, rappeler la méthode en 2 mots. Peut-être ça complétera les propos introductifs. Eh bien, on fait comme ça. Bonjour à tous, je suis Kevin Pereira du bureau d'études Interface Transport. Effectivement, il m'a été demandé de rappeler quelles étaient les orientations méthodologiques qui avaient été suivies pendant ces derniers mois. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites en introduction sur le fait que ces conférences avaient mobilisé l'ensemble du territoire avec un principe qui était celui d'aller à la rencontre des acteurs, puisque les ateliers sont tenus à Strasbourg, à Metz, à Reims, à Nancy, et puis à la fin à Mulhouse, avec finalement l'idée qu'une des premières orientations du SILOG était atteinte sur le principe de pouvoir créer un dialogue entre les acteurs privés et les acteurs publics. Et la manière qu'on a eu de travailler de manière systématique dans l'ensemble des villes et pour l'ensemble des ateliers thématiques a été finalement de prendre le temps de travailler sur le format d'une journée, où le matin, nous avions l'occasion de rappeler les enjeux thématiques des différents sujets qu'on avait à adresser, s'agissant du foncier logistique, des flux de marchandises sur le territoire régional, de la transition écologique également. Et puis le but, sur la base de ce socle de connaissances, c'était ensuite d'inviter les acteurs privés et publics, notamment sous la forme d'ateliers l'après-midi, pour essayer de faire en sorte d'identifier les points de tension, les difficultés, les besoins des acteurs, de manière à pouvoir formaliser des pistes d'action à suivre en réponse à ces différentes tensions qui avaient été identifiées lors des étapes de diagnostic. Alors ce travail nous a permis finalement au fil des mois de consolider un matériau assez dense, assez riche, dont il a fallu faire aussi quelque part une forme de priorisation. Et cet exercice de priorisation, il s'est fait de manière collective avec notamment la séance d'avril
suite à l'AG de l'ORT qui a permis finalement de prioriser un certain nombre de choses, un certain nombre de sujets. Cette priorisation, elle s'est faite au prisme de la capacité des acteurs de l'écosystème à s'engager vis-à-vis de ces actions, mais également au niveau de la maturité des différents chantiers qui avaient été identifiés. Donc c'est comme ça, en fait, que sur la base d'un matériau assez dense, il y a pu avoir un travail qui a permis de cibler de manière spécifique des actions qui sont aujourd'hui constitutives de la feuille de route. Et ces actions ont été rassemblées en 6 grandes ambitions. Ces 6 grandes ambitions, elles portent sur la consolidation et le partage des connaissances, puisqu'on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de la démarche, tous les acteurs étaient désireux de savoir quels étaient les flux de marchandises, quelles étaient les origines, les destinations, les parts modales. Donc tout un tas de sujets de connaissances finalement qui nécessitaient qu'on mette l'ensemble des acteurs à niveau, puisque finalement tout le monde ne travaille pas directement sur le transport de marchandises et la logistique. Il y a eu des attentes aussi en matière de sensibilisation aux enjeux des potentiels de la logistique et de ses métiers. Sensibilisation qui était liée au constat finalement de l'identification d'un manque d'attractivité et de la nécessité aussi de faire accepter la logistique sur les territoires du Grand Est. Il y a une 3e ambition qui a émergé sur l'idée qu'il fallait développer des lieux d'échange et du partage d'expériences. Tous les acteurs qui ont participé, et je reconnais un certain nombre de visages aujourd'hui, ont fait mention de ce besoin qu'on avait de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, sur ce que fait le voisin. Et ceci est intéressant et ce retour d'expérience a été beaucoup plébiscité pendant la conférence. Il y a eu également une ambition qui porte sur l'idée de pouvoir coordonner les évolutions de la logistique sur le territoire. Parce que finalement, on a pu se rendre compte que sur les différentes villes pour lesquelles des ateliers ont été réalisés, il y avait ce besoin de coordination, de mise en cohérence, et ça fait l'objet donc d'une ambition spécifique dans le cadre de la feuille de route. Il y a eu également une attente, c'est l'ambition 5, sur l'idée de pouvoir développer les capacités et les services rendus des infrastructures, puisqu'on s'est rendu compte que les modes routiers, fluviales et ferroviaires étaient aussi assez prégnants dans le cadre du développement des trafics et dans le cadre des stratégies de décarbonation liées. Et puis, il y a une dernière ambition sur l'idée de pouvoir accompagner aussi les acteurs d'un point de vue économique pour le verdissement des chaînes logistiques et en lien avec les objectifs plus globaux de décarbonation. Donc aujourd'hui, on a finalement 6 ambitions. Ces ambitions correspondent plutôt à des principes d'action, à des modalités d'intervention qui adressent de manière transversale les grands sujets thématiques qui ont été plébiscités pendant cette conférence. Je ne vais pas en dire davantage et je vais laisser maintenant l'ORT, l'ADREAL et la région rentrer dans le cœur du sujet pour vous présenter en détail ces différentes orientations et ce plan d'action qui ressort. Merci. Donc en fait, la feuille de route, comme vous l'avez rappelé, ça a été un certain nombre de réunions et d'implications et beaucoup d'investissements de beaucoup de personnes. Et quand on a une réunion, bien souvent, on est frustré quand elle n'aboutit pas rapidement vers quelque chose. Donc ce qu'on a été enclin à faire dans un premier temps, c'est essayer de mettre en action les attentes qui étaient exprimées. On avait un certain nombre de participants qui voulaient des choses qui se mettent en place tout de suite. Et donc, ça a été de structurer un peu dans le temps les actions qu'on pourrait faire. Tout ça, encore une fois, en harmonie avec la région et l'État. Et donc, on a établi un certain nombre de choses qu'on va vous démontrer, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais tout cela est possible à partir du moment où l'ensemble des acteurs se mobilisent. Alors, quand on parle d'acteurs, souvent en France, on attend tout de l'État. C'est-à-dire qu'on dit tout doit venir du public. Bah, rassurez-vous, on pense ça aussi, mais on est aussi conscient qu'on a notre pierre à mettre à l'édifice. C'est tout l'intérêt, comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction, de ces réunions qu'on fait à l'ORT, où on prend bien conscience que les acteurs privés doivent aussi avoir un rôle et s'investir et pas attendre que les choses bougent ou qu'elles nous soient dictées par des lois ou des décrets. Donc il était important de répondre à ces concertations avec des choses objectives et je remercie tous les gens qui l'ont fait dans ce sens. Je rentrerai pas trop sur l'aspect décarbonation. Je crois que Jean Collignon nous en fera un petit laïus tout à l'heure, mais permettez-moi malgré tout, puisqu'on est face à une assemblée assez éclectique, comme il a été dit tout à l'heure,
ayez bien en tête qu'il y a 40 000 entreprises de transport routier en France et que nous sommes tous des chefs d'entreprise raisonnables et responsables. Et donc, l'écologie, on l'a bien intégrée, mais qu'aujourd'hui, il y a encore 98,5% des échanges qui se font avec du diesel. Donc, il est urgent de trouver des solutions alternatives tout en sachant que certaines sont possibles et pas possibles. Je vous donne un exemple. Souvent, chez les industriels, il est de bon temps de dire on veut avoir du transport décarboné. Soit, nous, chefs d'entreprise, on est tout à fait ouverts à ce genre de discussion. Sauf que du transport décarboné, je vous donne un exemple concret, un tracteur routier peut valoir à peu près 80 000 € en étant adapté pour rouler au B100, qui est déjà une grande évolution par rapport au diesel. Il faut compter 350 000 € s'il est électrique. Il faut le recharger toutes les 2h30 ou toutes les 3 heures, et les bornes, il n'y en a pas. Donc, en fait, on voudrait passer à d'autres modes de transport qui ne sont pas encore aujourd'hui à pleine maturité. Donc, tous ces éléments sont des choses qu'il faut savoir évoquer, qu'il faut prendre dans la durée. Aujourd'hui, il y a des premières étapes qui sont possibles, je l'ai dit, avec le B100 et le colza. En plus, ça fait travailler nos agriculteurs et il y a plein de bonnes choses qui tombent derrière. Et puis, on va y aller étape par étape. Je crois que vouloir aller trop vite, c'est aussi ce qui est sorti de ces réunions. C'est pas objectif du tout. Donc voilà, des exemples qui sont échangés autour de la table et encore une fois, tout le monde se comprend puisque c'est totalement objectif. Alors l'ORT, il va se mobiliser, en tout cas pleinement, parce que vous l'avez compris pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est investi, on prend ça à cœur. Et donc, nous, on va annoncer tout à l'heure un certain nombre de choses qu'on va mettre en place, que l'Observatoire va faire. On va poursuivre et amplifier sur les nouveaux chantiers et notamment, on va essayer de recenser sur le plan du foncier les possibilités avec le lancement d'un observatoire de l'immobilier logistique. La connaissance, c'est un enjeu fondamental. Lors des ateliers, l'enjeu de développer les connaissances est fortement ressorti. Savoir, c'est la première chose à intégrer avant d'agir. Donc, c'était d'abord identifier tout ça. C'est pour ça que ça s'est fait et que la première des 6 ambitions qui constituent la feuille de route va être évoquée aujourd'hui. Savoir et faire savoir. Sensibiliser et communiquer auprès d'acteurs qui ne sont pas des spécialistes. Il faut aider à intégrer les enjeux du fret et de la logistique dans l'ensemble des enjeux qu'ils doivent prendre en compte, parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est une pierre à l'édifice, c'est pas une chose qui s'étudie uniquement focalisée dessus, c'est tous des enjeux économiques et microéconomiques qui se tiennent. Voilà, et l'ORT a besoin pour remplir sa mission, vu qu'il se base essentiellement sur des données produites par d'autres, et en particulier par ses membres, pour valoriser et faire connaître, et on compte aussi sur le fait, dans la mesure où les données ne sont pas des secrets défense, que tout le monde nous fasse participer aux données auxquelles il a accès pour nous permettre d'avancer le plus rapidement et le plus positivement possible. Monsieur Philippe, si vous voulez bien. Oui, merci Monsieur le Président. Très heureux d'être parmi vous pour finalement un aboutissement d'un travail qui a mobilisé tous les acteurs et je vous en remercie. Je remercie particulièrement les services de la région qui sont fortement mobilisés, mais aussi mes collègues élus du Conseil régional qui ont aussi participé à un certain nombre de tables rondes et c'est important que les élus aussi soient mobilisés dans ces actions. Alors nous, je ne viendrai pas dans le détail puisqu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais on est parti sur une feuille de route avec 5 engagements. Le premier engagement, c'est celui, bien évidemment, de se doter des infrastructures nécessaires pour pouvoir répondre aux enjeux, puisque c'est bien souvent un des manques qu'on a pu illustrer à travers les discussions, c'est le manque d'infrastructures qui soient haut niveau, qui soient capables d'accueillir du fret. Et je dois dire qu'une des ambitions de la région aujourd'hui, c'est de dire qu'on va mettre au même niveau l'importance du voyageur et l'importance du fret. Et ça, c'est important parce que il faut qu'on ait les 2 éléments en regard et pas un élément qui serait prépondérant par rapport à l'autre si on veut pouvoir réussir. Il faut aussi porter une politique foncière qui est maîtrisée. Notamment, on est en pleine révision du SRADET et vous savez qu'aujourd'hui, la logistique réflexion, puisque les lois successives, que ce soit la loi LOM, la loi Climat et Résilience, sont venues mettre la dimension logistique dans ces affaires-là. Et bien évidemment,
quand on a des discussions avec des acteurs locaux, pour en avoir régulièrement, un des éléments qui est pas trop facilitant encore, c'est la problématique du foncier aujourd'hui, si on veut pouvoir travailler sur la chaîne logistique. Ensuite, on y revient toujours dans la transition nécessaire, c'est d'accompagner la décarbonation et la transition énergétique du transport de marchandises, et donc d'accompagner l'émergence de toutes ces énergies alternatives, des possibilités de points d'avitaillement qui sont aujourd'hui manquants, en tout cas pour ce qui concerne les camions. On voit qu'on a un maillage de bornes électriques qui commence à être émergent sur certains axes, notamment autoroutiers pour les véhicules individuels, mais pas forcément pour les marchandises. Donc là, il y a vraiment tout un travail à faire, créer des filières, les structurer. Il faudra aussi intensifier la formation professionnelle et mettre en adéquation l'offre et les besoins des entreprises pour l'emploi. C'est un des éléments qui revient, mais dans tous les métiers du transport aujourd'hui, je pense. Alors, on n'est pas la seule branche aujourd'hui en difficulté sur les recrutements, mais on a besoin aujourd'hui de main-d'œuvre, on a besoin de main-d'œuvre formée, on a besoin justement de pouvoir rendre les métiers attractifs. Et donc là-dessus, il y a aussi tout un élément en plein dans les compétences de la région qui maîtrise la formation professionnelle. Et enfin, il faut porter le fret et la logistique au sein de la région par la connaissance, par le réseau, par les structures, en accompagnant justement l'Observatoire régional des transports et de la logistique dans ses missions. Et donc ça sera aussi un enjeu d'accompagnement financier en portant la subvention plus haut, à 32 000 €. Et donc c'est important de pouvoir le faire pour donner des moyens aussi à cette structure qui est importante pour la région, qu'on ait vraiment de la connaissance, mais aussi un partage des connaissances avec tous les acteurs de la filière. Donc voilà un petit peu pour les 5 engagements qu'on aura l'occasion de développer juste après. Un petit mot au nom de l'Adréal pour dire d'abord je pense que c'est vraiment une journée importante aujourd'hui, une étape importante qui est franchie, et je tiens aussi à remercier tous les agents, tous les participants à cette démarche. Pourquoi c'est important? On sait que les ORTL ont été créés il y a longtemps. Alors à l'époque, je crois que c'était la DRE qui assumait le secrétariat, et puis quand les DREAL ont été créés il y a presque 15 ans, donc c'est l'Adréal qui assure le secrétariat de l'Adréal, de l'ORTL, pardon, voilà. Et on voit que ça a été dit à maintes reprises qu'il y a un vrai enjeu des défis très lourds que doivent relever la logistique. Et ce qui est important dans la journée d'aujourd'hui, c'est que vraiment, grâce à la démarche qui a été faite, une feuille de route partenariale a pu être évoquée, a pu être élaborée avec 6 axes importants. Je ne vais pas tous les développer, mais peut-être, Monsieur le Président en a parlé, le sujet de la sensibilisation est quand même extrêmement importante, et sensibilisation pour les aspects de recrutement, mais aussi d'autres acteurs, notamment les collectivités. La logistique manque souvent de visibilité, ou peut avoir une visibilité pas très favorable, parce qu'on voit les camions sur les routes, mais il faut voir tous les services qui sont rendus derrière et les attentes qu'il peut y avoir, donc c'est quand même important de prendre en compte. Le deuxième élément fondamental, c'est quand même les lieux d'échange entre différents acteurs, parce que la logistique, ça fait intervenir énormément de monde. Et on voit que pour relever les défis, eh bien, il faut créer ces lieux d'échange. L'ORTL, c'est un premier lieu d'échange, mais on voit bien qu'il faut aller plus loin. Et avec cette feuille de route, on a vraiment des éléments importants. Et puis après, alors je ne reviendrai pas, voilà, Madame la Préfète l'a dit, mais tous les aspects infrastructures, l'État est quand même très investi sur le sujet. Donc voilà, cette journée est importante. C'est pas la fin de quelque chose, c'est plutôt la fin d'une première étape et d'une démarche plus ambitieuse à hauteur des défis à relever pour la logistique. Et je tenais à vous assurer que l'Adréal sera toujours aux côtés de l'ORTL pour continuer à avancer sur le sujet. Voilà. Merci. Je vous propose de poursuivre avec un format de table ronde qui va nous permettre de rentrer plus en profondeur sur les différentes actions qui sont constitutives de la feuille de route. Peut-être avant laisser la parole à l'État et notamment à Monsieur Valère, qui est chef de mission fret et logistique à la DGITM. Peut-être pour un premier mot sur le questionnement de ce que vous inspirent finalement ces travaux et ces conclusions qui viennent de vous être présentées aujourd'hui. Alors d'abord, ce que j'ai envie de vous dire collectivement, c'est bravo, tout simplement.
J'étais la semaine dernière à Toulouse, à la dernière conférence régionale logistique de France, puisqu'on a fini le premier round des conférences régionales logistiques. Donc, vous faites partie de ceux qui ont attrapé l'exercice, qui s'en sont saisis en profondeur. Enfin, quand je vois le travail des ateliers, les comptes rendus que j'ai lus, enfin, c'est vraiment très... Vous êtes allé très loin. En fait, il y a 3 grands territoires qui, historiquement, structurent une politique de logistique. Vous avez la Seine, vous avez Marseille, Lyon, autour de Rhône-Saône, vous avez les Hauts-de-France qui s'y sont mis il n'y a pas longtemps parce que Canal Seine-Nord et Brexit, ça les a un peu réveillés et ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. Puis vous êtes en train d'inventer quelque chose. Et donc, moi je me dis... vous n'êtes pas loin de faire un conseil de coopération interportuaire et logistique, enfin des choses qu'on institutionnalise. Et si vous êtes dans des feuilles de route et que vous vous sentez à l'aise dessus, il faut peut-être penser à la prochaine étape et de se dire, puisque ça vient naturellement, pourquoi pas l'institutionnaliser. En tout cas, en fait pas un objet, hein, l'essentiel c'est quand même de bosser votre feuille de route, elle est très bien. Et enfin voilà, en tout cas le premier mot c'est bravo. Et d'habitude quand on regarde le Grand Est, on voit une juxtaposition de Champagne, Sillon-Lorrain et Plaine d'Alsace, enfin depuis Paris en tout cas. Et là j'ai pas vu ça. Enfin j'ai vu vraiment quelque chose de plus. Voilà, et ça vraiment ça doit pas être évident à faire. En tout cas, voilà, vu de mon point de vue, enfin de là où je suis, c'est très bien ce que vous avez fait. La logistique, c'est pas facile. C'est une des politiques industrielles qui a un impensé, à la fois par les acteurs privés, par nos établissements publics et puis par les acteurs publics. On a du mal à l'attraper et on sait qu'il faut se mettre ensemble pour arriver à faire des choses. Et donc c'est quelque chose qui unit. C'est ce qu'on fait au niveau national. Hein. Le comité interministériel de la logistique, c'est ni plus ni moins que France Logistique, des acteurs du privé, Bercy et le ministère des Transports qui essayent petit à petit de construire quelque chose. Donc ce que vous faites là est très inspirant. Voilà, bravo. Enfin, ce que ça m'inspire. Peut-être une seconde question sur l'articulation justement des échelles et des politiques territoriales. Comment, selon vous, mettre en cohérence les actions sur ces thèmes clés des conférences, en s'agissant par exemple du foncier logistique ou même des engagements en matière de transition écologique ? Alors, je crois que sur l'animation territoriale, il y a déjà des premières réponses qui ont été faites par l'ORT, par le président du conseil régional et par Madame la préfète. Un volet fret CPER, enfin voilà, il y a déjà des choses structurantes qui y arrivent. Peut-être vous dire que pour vous aider à dialoguer entre territoires, on va vous aider sur le foncier logistique. On a bien entendu et on le voit bien un peu partout que c'est compliqué. Du coup, avec la FILOG, qui est l'Association française de l'immobilier logistique, on les taquine un peu pour essayer de sortir de la donnée. Ils jouent le jeu. Et le 26 octobre, Damien, tu auras la chance au groupe de travail fret et logistique de Région de France de disposer de leur premier bilan national de dynamique sur les entrepôts logistiques. Et ils sont en train de vous donner un peu de visibilité sur où est-ce qu'il y a pénurie, où est-ce qu'il y a tension, où est-ce qu'on a été un peu trop lâche vis-à-vis de la réindustrialisation vers la grande distribution, d'essayer de regarder, parce que c'est vrai qu'on a tous un peu le e-commerce en tête et que du coup on n'a plus complètement de vision claire. Enfin, on sent bien que si on veut être actionnaire sur le foncier, il y a un moment où il va falloir sélectionner de manière un peu massifiée, un peu concentrée. Comment on fait ça ? Plus de mitage et gérer les questions de noria de camion, d'acceptabilité. Enfin, ça ne va pas être simple. En tout cas, on va essayer de vous donner des éléments de lecture qui vont alimenter le débat dans le volet du SRADET. Ça, c'est un premier point sur lequel on souhaite vous aider. Et les commercialisateurs de la FILOG, je vais leur rendre hommage. En fait, ils ont accepté de donner accès aux services statistiques à leurs données commerciales. Vous savez que pour un vendeur de biens immobiliers, donner accès à ces données commerciales, c'était pas simple. Et donc, ils vont nous donner accès, on va leur garantir le secret des affaires, et on va essayer de vous redonner
la visibilité qu'il y avait pendant l'Atlas des entrepôts de 2015, qu'on ne sait plus faire parce qu'on ne sait plus interroger toutes les entreprises de France et de Navarre qui ne nous répondent pas toujours tous les 10 ans. Donc on va progresser et vous redonner de la vision au moment où vous en avez besoin. Le deuxième sujet, je rebondis sur une remarque du président du conseil régional sur la logistique urbaine. C'est un vrai sujet pour nos agglos. Alors, on investit beaucoup dans les programmes C2E, notamment Interlude, pour essayer de monter en gamme. On a eu une concertation nationale, auquel Anne-Marie Jean, une locale de l'État, a beaucoup œuvré, notamment une sur ZFE et marchandises. J'appelle votre attention là-dessus parce qu'on a découvert pas mal de choses à cette occasion-là. D'abord, une ZFE marchandise, ça ne se fait pas comme une ZFE voyageur. Quand on fait une ZFE voyageur, la réglementation, elle est neutre. Et puis on pilote à la voiture balai, c'est-à-dire la voiture qu'il faudra au bout d'un moment qu'elle circule plus et aider la personne qui en est possesseur à avoir une alternative. Quand vous êtes dans les marchandises, c'est une politique du premier de cordée. C'est-à-dire que le marché, en fait, il valorisera jamais le camion à hydrogène ou le camion décarboné. Voilà, votre bien, il coûte la même chose qu'il soit décarboné ou pas. Ça n'a aucune valeur pour le marché. Donc si on ne fait pas le travail public d'essayer de regarder comment on a une politique discriminatoire, pas neutre, discriminatoire, pour que l'entreprise qui va avoir un surcoût se retrouve avec en fait une réglementation qui va commencer à diminuer le surcoût, comment on arrive à construire ça? Ça, c'est devant nous. Et donc, on a demandé au CEREMA, à France Urbaine, on va commencer à faire des guides de bonnes pratiques et essayer de regarder comment on prend ce chemin, comment on vous aide sur ce travail-là. Et peut-être, là aussi, que ça peut être un axe de travail, de bonnes pratiques, d'échange qui peut se faire au niveau des territoires. Voilà quelques exemples. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a 23 actions, 8 objectifs, et vous en faites beaucoup de votre côté, donc je ne voudrais pas être trop riche. Mais à vos côtés et bravo. Effectivement, il y a de la matière. Merci pour ce panorama. Je vous propose de poursuivre avec Monsieur Phillips de la région et vous poser la question de finalement qu'est-ce qui a motivé particulièrement le conseil régional à s'investir dans les ateliers de cette conférence et dans cette démarche. Alors, ce qui a motivé, c'est l'envie de pouvoir adresser le sujet fret. Même si on l'a rappelé ici, peut-être que ce n'est pas la compétence naturelle de la région parce que ce n'est pas une compétence de la région, mais c'est quand même une nécessité de pouvoir proposer des solutions concrètes aux transporteurs de la région, mais aussi au-delà, puisqu'on est une région, on le disait, qui borde 4 pays avec des corridors importants. Donc il y a un enjeu aujourd'hui de structurer les transports à l'échelle de la région et de ne pas forcément se focaliser que sur le voyageur. Même si forcément la compétence naturelle aujourd'hui de la région Grand Est, c'est quand même d'abord d'assurer le train régional pour le voyageur. Mais l'envie de la région, elle ne date pas d'aujourd'hui. On avait eu l'occasion de mettre en œuvre le dispositif Cap Fret, qui était inédit, qui était doté quand même de moyens inédits à hauteur d'une région, et justement de ne pas faire du coup par coup comme on peut le faire parfois avec les collectivités territoriales, puisque souvent, quand on est sur du fret, les collectivités territoriales viennent au coup par coup, les intercos, les départements, enfin voilà. Là, il y avait une envie de structurer le capillaire fret, un petit peu comme on fait sur les lignes de desserte fine du territoire en matière de voyageurs. Il faut de la ligne de desserte fine du territoire en matière de fret pour pouvoir ensuite proposer des solutions aux transporteurs. Donc avant tout, il faut pouvoir structurer le réseau. Alors, on n'est pas propriétaire des réseaux, mais on peut contribuer à remettre en état les réseaux, et c'est ce qu'on d'ailleurs on fait régulièrement avec SNCF Réseau, avec l'État sur différents sujets, que ce soit du fluvial, du ferroviaire, bientôt du routier. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir projeter un petit peu au-delà juste des fois de la vision voyageur et de la vision des particuliers pour aller vers les transports qui sont un enjeu fondamental pour qu'on puisse réussir aujourd'hui la transition à tous les niveaux. Alors très concrètement maintenant, quels sont les aspects des travaux de la conférence régionale qui vont alimenter directement les politiques régionales ? Alors, je parlais des 5 engagements, je ne vais pas vous les redécrire, je pense que vous les avez tous retenus. En tous les cas, il y aura un document cadre qui sortira. Peut-être vous donner quelques exemples très concrets. Je parlais de capillaire fret. Aujourd'hui, sur le capillaire fret, il y a une volonté partagée avec l'État de pouvoir inscrire le capillaire fret dans le CPER, dans le contrat plan État-région mobilité qui va s'échelonner pour les 5 prochaines années. Et donc d'aller quand même doter ce capillaire fret d'un budget conséquent. Alors on est sur 40 millions d'euros pour une
pour 15 lignes qui devraient être remises en état, régénérées, ce qui est quand même assez important. Je rappelle quand même qu'il y a 4200 trains qui circulent à travers la région en cette matière-là. Ça fait 5 millions de tonnes, ça fait quasiment 200 000 poids lourds qu'on arrive à mettre sur les rails. Donc l'enjeu, c'est de continuer à développer ce réseau-là, parce que c'est très bien de dire tout le temps et d'avoir finalement des injonctions en disant aux transporteurs pourquoi vous ne mettez pas vos camions sur les rails. Mais si aujourd'hui on n'a pas les infrastructures et les possibilités de le faire, c'est quand même difficile pour le transporteur à un moment de pouvoir se retourner vers les rails. Donc ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément qui va avec, c'est tout ce qui est les installations terminales embranchées, puisque c'est très bien d'avoir le réseau structurant, encore faut-il derrière qu'on puisse relier l'entreprise. Il faut travailler aussi sur la possibilité peut-être d'expérimenter, de pouvoir sortir un élément du réseau ferré national et pouvoir expérimenter aussi une autre méthode de financement, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on est quand même à bout de souffle sur les financements de manière classique. Et d'ailleurs, c'est vrai pour le ferroviaire, mais c'est vrai pour le fluvial. On ne peut pas juste tout le temps exiger de l'État ou des régions un financement à l'instant T de plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc, il faut qu'on soit capable parfois de sortir un petit peu d'un modèle du sacro-saint CPER, même s'il est important et qu'on est toujours content quand il est bien doté. Mais il faut qu'on puisse le faire pour pouvoir aller plus vite sur ces éléments-là. Travailler aussi sur, j'en parlais, tout le réseau d'avitaillement. Aujourd'hui, on a un plan de motorisation qui a été dessiné au niveau régional. Et donc, la déclinaison maintenant va être de pouvoir le faire au niveau des territoires. Voir comment, à l'intérieur des territoires, on peut accompagner les territoires. Donc, financer des études aussi pour que les territoires puissent un peu s'emparer de leurs enjeux, les comprendre. Parce que moi, je rencontre régulièrement des EPCI et c'est vrai que il y a une méconnaissance, en fait, des fois, de son propre territoire sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est un des éléments qui va les aider. Et ensuite, de pouvoir aller sur les investissements, l'aide à l'investissement. Je parlais aussi du foncier. Sur le foncier, on a des documents cadres, que ça soit le SRADET. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a les SCOT, les PLU, enfin, tous ces documents, finalement, dans la nomenclature, il faut qu'on puisse aussi décliner la stratégie logistique pour donner de la clarté aussi aux acteurs. Parce que si c'est déjà directement marqué dans les documents d'urbanisme, ça permet que les différents acteurs puissent avoir aussi des pistes de clarté. Parce que ce qui est clair est beaucoup plus facile à construire que quand parfois on est dans des méandres. Et c'est vrai que comme on a parfois une nomenclature en termes de réglementation pas toujours simple, et en étant maire par ailleurs, je peux en témoigner que parfois c'est un petit peu obscur. C'est important aussi pour la filière de pouvoir le faire. Et puis sur l'observatoire, je le disais, nous on veut vraiment porter l'observatoire encore plus loin, le faire avec le président et toute l'organisation. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de mettre des moyens conséquents sur la table pour pouvoir continuer ce travail. Et comme le disait, le répétaient très bien les différents intervenants, notamment l'Adréal, aujourd'hui, finalement, c'est qu'une première étape. On a fait des tables rondes, on a parcouru la région. Maintenant, on se met en route dans des actions concrètes. Et donc, vous retrouverez dans la feuille de route régionale vraiment des actions concrètes avec des budgets dédiés. Parce que ce qui est important, c'est les actions, mais aussi les budgets. Parce que parfois, on met plein de belles actions, mais on ne met pas les budgets. Là, on met les moyens parce qu'on veut avancer concrètement. Et demain, dire que la région portera autant le voyageur que le fret aux côtés de nos partenaires et notamment de l'État. Alors, merci et pour la transition également toute trouvée vis-à-vis de l'ORT, effectivement, pour laquelle la région se mobilise. Monsieur Caillot, vous nous avez déjà parlé des orientations de l'ORT au sein de cette feuille de route. Est-ce que vous pouvez nous parler plus spécifiquement de ce qui va être conduit là dans les prochaines semaines ou prochains mois ? Oui, alors l'ORTL va se mobiliser pour partager un certain nombre d'actions qui figurent justement dans cette feuille de route. En premier point, en matière de production et de consolidation des connaissances, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on va lancer un observatoire du foncier et de l'immobilier logistique, parce qu'on le voit à travers les différentes interventions. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. L'idée, c'est d'avoir à la fois des utilisations, des possibilités pour accroître les entrepôts si nécessaire, mais que d'un autre côté, il n'y ait pas des zones où il n'y a rien de fait. Et donc, l'objectif, c'est zéro artificialisation nette en 2050, c'est ce qu'on s'est fixé. Donc, pour faire ça, il faut mieux connaître le parc. Ça a été dit, il faut remercier ici la FILOC pour la
la décision qu'ils ont prise de nous accompagner dans ce type de réflexion. On va évidemment suivre de plus près les flux commerciaux, les nouvelles constructions pour mieux cerner la demande, pour bien anticiper, se être aux bons endroits, identifier, alors je ne sais pas trop par rapport à la région Grand Est, ce qu'il existe encore comme friche. Je sais que sur notre région Champagne en particulier, il n'y en a plus beaucoup, mais il existe encore probablement des friches dans cette région. Il faut les identifier, il faut voir comment on peut les remettre au goût du jour. Donc ça va être fait dès l'automne. On s'est fixé pour objectif de démarrer. Il faudra évidemment, comme je l'ai évoqué un certain nombre de fois, que chacun s'investisse pleinement pour le faire et pour avancer rapidement. On va, dans un deuxième point, actualiser les connaissances et les productions de l'ERTL parce que, comme je l'ai évoqué en introduction, si on existe depuis peut-être une petite trentaine d'années, on a déjà, au fil des années, sorti un certain nombre d'informations, mais les informations, et notamment les informations économiques, elles ont toujours besoin d'être réactualisées. On est dans un monde qui bouge beaucoup, donc les équipes vont continuer à travailler sur ce genre de choses. Il faut aussi qu'on arrive à actualiser le recensement des aides à la conversion des véhicules parce que je peux vous dire que les investisseurs ou les chefs d'entreprise ont tendance à s'y perdre entre les aides que l'État ou que la région ou qu'une ville ou qu'un département peut donner puis plus donner quand vous savez qu'aujourd'hui quand on commande un véhicule on a à peu près 1 an à 1 an et demi de délai. Je ne dis pas qu'on va investir avec une aide, mais souvent ça peut vous faire réfléchir de prendre un camion à gaz plutôt qu'un camion diesel. Si à l'arrivée l'aide n'existe plus, c'est un peu le cas aujourd'hui, les aides elles ne sont pas établies dans la durée, donc toutes ces choses-là on a besoin de voir avec l'État pour avoir une visibilité dans le temps. Donc on va travailler à actualiser un registre qui est sorti par l'ORTL où on identifiait dans notre région toutes les différentes aides qui pouvaient être faites sur ce type d'investissement. Ensuite, on va faire mieux connaître et partager les enjeux autour du fret et de la logistique. Donc, on va continuer à poursuivre notre travail, qui est pas juste de produire des connaissances, parce que ça sert pas à grand-chose. C'est aussi de faire connaître, c'est aussi de faire un certain nombre de réunions, un certain nombre de colloques où on peut faire passer les messages. Et on a aussi la volonté, on l'avait eu il y a quelques temps, mais il y avait vu l'urgence de tous les sujets à traiter, on l'avait mis un peu sous les ténoirs, mais à notre dernière Assemblée Générale, on a décidé de réactiver une newsletter mensuelle, et on va s'adosser sur des gens pour nous aider, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est difficile de faire vivre une newsletter avec les moyens humains dont on dispose, parce que même s'ils sont très investis, ils ne peuvent pas faire que ça non plus. On va continuer à organiser des rencontres, des réunions entre membres, ce qu'on fait assez bien depuis ces années. Et il faut être conscient, et personne n'en est dupe ici, que c'est quand même beaucoup plus compliqué de réunir des bénévoles dans une grande région que quand on était sur nos régions un peu plus limitées en termes de territoire. Quand vous faites une réunion, vous avez des gens qui viennent des Ardennes et d'autres de Mulhouse, il faut prendre conscience que c'est pas simple, d'autant que même s'il a été prononcé le mot de subvention, et merci de participer à l'ORTL, qu'il n'y ait pas de quiproquo ici, tous les gens qui s'investissent dans ce type de réunion sont des bénévoles, et en fait cet argent ça sert surtout à financer les études et les travaux de l'ORTL, mais c'est absolument pas malheureusement pour rémunérer le président, mais peut-être qu'il faudra le passer un jour au vote, mais pour le moment c'est pas d'actualité. Donc voilà un peu ce qu'on va faire. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que, puisque la région est un gros contributeur, que tout le monde peut contribuer. Je vous ai expliqué tout à l'heure qui pouvait venir à l'ORT et que pour le coup, le coût de contribution est très limité, que ce soit pour le public ou pour le privé, parce qu'on parle pour une ville ou pour une agglo comme Grand Est, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, la communauté urbaine, on parle de cotisation entre 500 € et 1000 €, donc c'est pas la mer à boire sur un budget. Donc notamment par rapport à tout ce qu'on peut en bénéficier dans la production. Donc on va
on va essayer de continuer à avancer dans ce sens-là. On a des dépliants, vous en avez eu un certain nombre en arrivant, ceux qui ne les ont pas eu pourraient en récupérer. Je sais que les services de nos services ont été jusqu'à pousser des dépliants par région, comme ça vous avez des chiffres encore plus précis. Quand je dis région, je veux vexer personne, mais dans les trois petites régions, je ne sais pas comment on doit appeler ça, mais enfin bref, 3 anciennes régions, voilà, on se dit comme ça, mais enfin bref. Parce que évidemment, je pense que le type qui vient de Reims, il est plus intéressé par les chiffres de la région de Champagne que de ceux de Strasbourg proprement dit, sauf à avoir des idées de se développer à Strasbourg, ce qu'évidemment aucun transporteur n'aurait d'idée de faire, puisque je ne suis qu'à Heurte que depuis 25 ans, donc je suis à moitié alsacien aussi. Donc voilà un peu comment on voit les choses, notre rôle, et il est assez bien tenu, mais c'est quand même un travail de longue haleine et du quotidien, c'est de faciliter le partage d'expériences, c'est profiter de ce lieu et donc de faire avancer les choses, de continuer. En fait, tout le travail qui est fait à l'ORT, c'est une affaire de motivation. Les gens viennent pas pour recevoir, ils viennent d'abord pour donner, puis ensuite pour recevoir, puisque l'expérience des uns et des autres, quelle que soit sa position, qu'il soit dans le privé, qu'il soit dans le public, quel que soit son mode de transport, je l'ai dit en introduction, et ce qui fait que j'ai trouvé la motivation toutes ces années pour continuer dans cette fonction, c'est que on ressort toujours en connaissant mieux les autres, et ça permet soi-même de se positionner pour l'avenir. Donc voilà en gros comment les choses vont se mettre en place. J'en profite d'ailleurs pour dire que les équipes de l'Adréal que j'ai croisées au fil de ces années, qui étaient au départ des gens de la DRE, donc si je faisais le compte de tous les gens que j'ai vus circuler, parce que quand on est dans la fonction publique, on reste rarement longtemps en poste, et ben, je pense que ce qui a été aussi motivant pour les gens comme moi qui sont investis pendant des années, ou comme mon ami Jean, parce que ça fait des années qu'on se côtoie là-dedans, c'est qu'on a toujours eu de la part de l'État des gens qui avaient un dynamisme assez incroyable et qui s'investissaient pleinement pour développer l'ORTL. Et ils ont beaucoup de mérite. Merci Monsieur Caillot pour ce témoignage, et donc on l'a compris, une densification du rôle de l'ORT dans les mois à venir, et dans la continuité d'ailleurs de la conférence qui vient d'être menée. Je me tourne vers Monsieur Collignon, président du GIATEL Grand Est. Alors je ne vous vois pas très bien parce que vous êtes un peu derrière moi dans la configuration c'est un homme de l'ombre. du lieu. C'est un homme de l'ombre. Voilà. Tout à fait. On était en train de discuter de ces temps de partage au sein de l'ORT, mais plus largement au sein de la conférence, dont on a pu se rendre compte d'ailleurs que les gens étaient friands de lieux, de discussions, d'instants pour évoquer leur retour d'expérience ou mieux se coordonner. J'imagine que c'est une nécessité que vous partagez, et surtout de votre point de vue, comment est-ce qu'on peut pérenniser, comment on peut appuyer le développement de ces différents échanges sur le territoire? Alors effectivement, c'est un besoin qui est partagé par les entreprises, et les entreprises et les acteurs économiques ont absolument besoin d'échanger entre eux, et en particulier pour partager leur retour d'expérience. C'est d'autant plus important aujourd'hui que nous sommes en pleine transition écologique, et c'est des enjeux qui sont importants pour tout le monde. Alors, deux ou trois sujets qui peuvent être intéressants, c'est le report modal. C'est vraiment souhaitable que les entreprises puissent partager, ceux qui ont tenté de faire du transport modal rail-route ou un fluvial ferroviaire, de partager leur réussite, les difficultés qu'elles ont eues à mettre en œuvre ce report modal, et surtout de celles qui aimeraient franchir le pas grâce à ces expériences complémentaires pourront avoir une idée un peu plus précise sur ces sujets-là. Comme l'a dit Jean-Pierre Caillot tout à l'heure, il y a également le sujet des carburants alternatifs, donc tous ceux qui ont essayé d'autres sources d'énergie sur les camions ou même sur les locomotives. Je sais qu'il y a des essais qui se font actuellement avec du biocarburant également, parce qu'il y a encore beaucoup de locomotives diesel qui fonctionnent au GNR malheureusement. Et donc faire du biocarburant en modifiant la motorisation, c'est quand même des choses importantes. Et je sais que dans le fluvial, il y a également des essais qui se font pour éventuellement passer au GNL ou à des produits comme ça. Donc c'est vraiment... Et c'est important que les entreprises puissent
partager les bonnes pratiques et surtout communiquent un peu sur les expériences qu'elles ont vécues. Alors, il est vrai que la difficulté, notamment dans le monde du routier ferroviaire, c'est peut-être la concurrence qui existe entre les différentes entreprises. Mais je pense qu'il faut, quand on raisonne sur des sujets globaux, et il est quand même plus important de partager des expériences sans forcément trahir ses secrets commerciaux, entre guillemets, quoi. Donc tout ça, tous ces partages, ça permet de mieux intégrer, de comprendre les contraintes de chacune des parties et puis de construire des partenariats qui seront bénéfiques pour tout le monde. Au niveau Grand Est, il y a des structures qui existent, notamment il y a le GUP, le groupement des usagers du port de Strasbourg, qui est présidé par Régina Loire, que vous connaissez tous, et puis il y a également l'ACUTA, donc, qui est l'association des chargeurs d'Alsace. Et il manque dans le Grand Est donc un lieu où les acteurs économiques puissent se rencontrer. C'est justement le rôle du GIATEL que je préside. Merci. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce GIATEL, du point de vue de son organisation, de ses membres notamment ? Ok, donc le GIATEL, au départ, c'est un groupement interprofessionnel qui a été créé en Lorraine et des activités de transport et de la logistique. Donc ça remonte aux années 71, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, la structure a évolué au fur et à mesure du temps. Et on retrouve essentiellement dans le GIATEL les représentants des professions, donc FNTR, OTRE maintenant, et TLF. On retrouve également tous les acteurs de la formation transport, et Dieu sait que c'est hyper important, donc AFT, Promotance, et on retrouve quelques entreprises qui participent aux travaux, notamment dans le domaine ferroviaire, et dans le domaine routier, et dans le domaine des transitaires, puisque le GIATEL regroupe toutes les activités de transport et de logistique. Aussi bien, il n'y a pas que le routier, il y a le ferroviaire, le fluvial, le maritime, les transitaires, les parties douanes. Donc c'est vraiment rassembler les bonnes volontés pour échanger régulièrement et porter ensemble des actions. Et le GIATEL, c'est vraiment c'est le porte-parole de la filière des professionnels, et notamment vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, je lance un peu un appel parce que les années passant, je suis plus en activité, donc même si j'ai encore quelques vieux réflexes, puisque j'ai œuvré essentiellement dans le routier, dans le ferroviaire, je veux pas faire les années de trop. Donc voilà, il faut. Donc le GIATEL a été mis un petit peu en sommeil depuis 4-5 ans pour des raisons de gouvernance interne, puisque la cheville ouvrière, c'était l'AFT, et il y a eu on n'a pas, avec le Covid et puis la personne qui gérait la partie GIATEL, on n'a pas, ça s'est mis en sommeil. Et donc hier, nous avons tenu notre assemblée générale de reprise. Donc les comptes rendus sont partis. On n'était peut-être pas très nombreux en représentation, mais il y avait la concurrence de la FNTR, donc c'était compliqué. Mais voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de redynamiser cet outil qui permet aux professionnels. Et oui, la chose importante que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a les chargeurs qui sont associés. Donc en fait, c'est le complément chargeur acteur du transport et de la logistique qui permet d'avoir un rôle important. Et je participe en tant que président du GIATEL à tous les travaux de l'ORTL avec les équipes de Adréal. Donc voilà. Merci Monsieur Collignon pour votre témoignage. En tout cas, ça fait écho aussi aux différents ateliers de travail sur les territoires où les acteurs, vous avez plébiscité ce besoin de s'appuyer sur des structures existantes dans la plupart des cas et dans la mesure du possible. Donc l'appel est lancé en tout cas. Merci. Je vais me tourner dans cette dernière partie de table ronde vers les gestionnaires de réseau, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Voies navigables de France et SNCF Réseau. On va commencer par vous, Monsieur Quiquendon. Vous êtes directeur territorial Strasbourg, mais vous allez vous exprimer aujourd'hui au nom des 3 directions territoriales de VNF. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les grandes orientations de VNF pour les 5 prochaines années sur le transport de marchandises et donc plus spécifiquement au niveau du Grand Est ?
Merci beaucoup. Alors, pour répondre à cette question, le message est assez clair et limpide côté Voies navigables de France. C'est modernisation et régénération du réseau avec l'appui de l'État, de l'Europe et de la région, bien évidemment. Je me permets de faire un focus, puisqu'on parle Grand Est, pour parler du Rhin. Donc artère majeure, franco-allemande, européenne, artère majeure de transport, c'est 300 millions de tonnes par an, 17 millions de tonnes rien qu'à l'écluse de Gamsheim. Sur ce bassin rhénan, c'est 21 millions d'euros d'investissement en 2021 et 45 millions en 2022 et en 2023, avec des parts non négligeables du plan de relance, mais également du CPER et de l'Europe. Par exemple, sur la régénération du SAS-Ouest, qui a, je le rappelle, l'écluse de Gamsheim est une écluse critique sur la navigation rhénane. S'il ne marche pas, il bloque. La navigation bloque. Sur 36 millions d'investissements pour la régénération du SAS-Ouest, c'est 6 millions de l'Europe et 4 millions de la région, du CPER, État-région, pour arriver à boucler le tour de table financier. Le deuxième niveau de réponse, c'est bien évidemment à la fois la constatation d'un réseau résilient face aux aléas climatiques, aux phénomènes de basse eau et de haute eau. Pour rappel, en 2022, 99% des 2400 km de réseau grand gabarit à l'échelle de la France sont restés ouverts dans ces épisodes de basse eau. Mais ce sont des stratégies de partenariat avec les différents acteurs, notamment SNCF Réseau, sur ce qu'on appelle de la coopération intermodale. J'en veux pour preuve 2 éléments que nous avons pu lancer à différents endroits, que ce soit côté Strasbourg avec le port autonome de Strasbourg ou côté Nancy, à la fois sur le laboratoire d'innovation pour le multimodal rhénan, c'est-à-dire une démarche complètement novatrice où, aux côtés de SNCF Réseau et avec le port autonome de Strasbourg, nous avons réuni presque 70 structures pour travailler sur un effort sur le report modal. Voilà, le principe. Actuellement, il y a des flux réels ou identifiés transportés par la route. Comment fait-on pour les transformer en flux ferroviaires et fluviaux ? La démarche est encore en cours. Nous continuons à travailler dessus. À l'heure actuelle, c'est un potentiel de 360 000 tonnes que nous avons pu identifier. Comme je vous le disais, les études continuent. La prochaine étape sera une restitution aux différents acteurs qui ont participé à nos côtés en début 2024. Mais c'est également sur la partie mosellane un appel d'offres concernant la solidarité entre les modes en cas de basse eau sur le bassin mosellan pour permettre de transférer provisoirement les tonnages vers le mode ferroviaire aux côtés de SNCF Réseau. Très bien, merci. On a parlé dans le cadre de la restitution des ambitions de cette feuille de route de création de lieux d'échange, de modalités d'accompagnement des acteurs. Vous, VNF, de ce côté-là, qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les actions que vous allez conduire en lien avec ces logiques de fonctionnement ? Alors, chez Voies navigables de France, on a un certain nombre d'éléments qui sont assez ritualisés depuis pas mal d'années, notamment les commissions locales d'usagers. Ça se fait dans tous les bassins, donc 2 fois par an, à la fois pour le petit gabarit d'un côté et pour le grand gabarit de l'autre. Nous réunissons l'ensemble des acteurs, transporteurs, logisticiens, toutes les parties intéressées en fait, les autres gestionnaires d'infrastructures également, pour pouvoir discuter des plannings, ce qu'on appelle du chômage, donc les plannings de maintenance programmée, pour permettre en fait à chacun de pouvoir s'organiser, discuter, qu'on puisse aménager les différents plannings, histoire de nuire le moins possible au flux. Voilà. Ça, c'est un premier élément de réponse. Je ne reviendrai pas, bien évidemment, sur des éléments comme LIMR, qui sont des éléments forts chez nous. Et puis après, nous portons pour l'État tout un tas de dispositifs d'accompagnement pour le report modal. Nous avons notamment le plan d'aide au report modal avec ses différents volets en termes d'études, en termes de réalisation ou d'engins de manutention. Également le PAMI, le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation qui permettent des ruptures technologiques et un accompagnement vers la transition écologique, meilleur combustible par exemple sur des bateaux.
Et puis j'évoquerai également le fort intérêt du programme Remove et donc de la partie Remo que nous portons, à la fois sur des parties études, toujours dans cette vision de transition, mais également d'accompagnement d'aide financière à la rupture de charge ramenée au tonne-kilomètre. Voilà. Merci pour ce riche panorama des actions côté voies navigables de France. Je me tourne par analogie vers Madame Berru pour en rester au mode massifié. Côté ferroviaire, vous, en tant que gestionnaire d'infrastructure, quels sont les grands défis auxquels vous allez faire face aussi pour doubler la part de marché telle que les objectifs le sont indiqués dans la stratégie de relance du fret ferroviaire? Alors, des grands défis, il y en a effectivement, mais avant de parler des grands défis, je voudrais vraiment saluer cette démarche qui a été initiée. Je connais le fret, j'y ai travaillé quelques années et je sais combien l'activité est complexe et il n'y avait pas toujours la bonne écoute parce que elle nous rassemble et je vois déjà une note extrêmement optimiste en nous disant qu'il y a une alliance qui est maintenant claire et affirmée. Et j'ai tendance à penser que ce sera le début de la réussite. Voilà, il faut que ce soit le début de la réussite. Concernant le fret ferroviaire, pour SNCF Réseau, c'est déjà une réalité. C'est vraiment une réalité. On est sur un territoire de fret ferroviaire. On a un très beau maillage sur notre territoire. On transporte 21% du trafic national. On transporte 25% du volume de marchandises sur Grand Est. On est effectivement traversé par 4 corridors qui sont des réseaux transeuropéens de transport. Et c'est également la première région en capillaire fret. On a à peu près 450 km de lignes qui sont bien utilisées par les chargeurs et les industriels et qui représentent 25 LDFT fret, on peut les nommer comme ça, sur le territoire. Et puis on a aussi notre premier triage français en fait, qui est Voipi, qui fait du tri à la gravité. Et même si on n'est pas dans les ambitions que portait Voipi dans les années 70, il reste quand même le premier triage français. Et aujourd'hui, on est en train de faire les travaux en ce moment de régénération de certaines de ces voies de service et de ces freins secondaires qui sont absolument indispensables pour accueillir un certain nombre de trains. Pour SNCF Réseau, c'est aussi une région qui est stratégique industriellement parce que en fait, on a 160 installations terminales embranchées, ce qui veut dire qu'on a un grand nombre d'entreprises qui sont raccordées au réseau, et pas des moindres. On a des secteurs tels que la métallurgie, l'automobile, la pétrochimie, l'agroalimentaire, carrière, on a également l'armée. Donc on sait qu'on est, j'allais dire, un mode important pour ces industriels-là. Et puis, c'est aussi une région qui est très active sur l'offre combinée multimodale, puisqu'on a un chantier de transport combiné à Champignelles. On a 12 ports qui sont connectés au ferroviaire. Et on a en tout 43 cours de marchandises qui sont actives ou en cours de lettres, parce qu'on réalise des travaux sur 27 d'entre elles. Donc en gros, on a un grand terrain de jeu au sein de Grand Est et on a en effet de belles cartes à jouer. Et je dirais que la première carte, c'est celle des investissements parce qu'on sait que la croissance du fret ferroviaire qui est liée au report modal, donc du camion vers le train, est corrélée très fortement à la régénération et à la modernisation du réseau. Donc ça fait partie de, je veux dire, le premier élément. Et donc, je rejoins aussi les besoins qui ont été exprimés par VNF. Sur Grand Est, la prévision de programmes d'investissement à venir, et on peut tous en satisfaire, est très importante puisque aujourd'hui, sur la période 23-27, on a une estimation de 3,3 milliards d'euros, ce qu'on n'a jamais eu aujourd'hui, qui rassemble aujourd'hui donc des investissements liés à la régénération du réseau structurant, absolument essentiel pour faire aussi, faire circuler les trains de fret, mais également un très beau programme d'investissement fret sur le CPER Mobilité qui pointe et qui flèche les capillaires fret, mais pas que, également
également des investissements de développement d'aménagement ferroviaire sur le réseau structurant pour être dans ce qui a été évoqué, à savoir une cohabitation entre les trains de voyageurs et les trains de fret, sachant qu'on sait qu'on veut augmenter l'offre à la fois pour les voyageurs, mais également pour le fret. Donc, le premier défi, du coup, c'est celui-là pour nous. C'est-à-dire être au rendez-vous de ce grand programme d'investissement. Alors, on le sera, mais c'est un vrai défi interne parce que, en fait, dans un temps record, il faut qu'on soit, présent à la fois sur la charge des études et des travaux. Et donc, aujourd'hui, c'est une priorité du président qui a missionné une entité de SNCF Réseau pour se mettre en ordre de marche pour répondre présent à ces besoins d'investissement. Voilà, donc ça fait partie du premier grand défi de SNCF Réseau. Très bien. Et en complément de ces plans d'investissement ambitieux, comment vous allez jouer le rôle d'interface et d'animation auprès de votre écosystème, donc les chargeurs, les opérateurs, etc. Comment collectivement vous allez identifier les besoins en quelque sorte? Alors, dans les éléments de question que vous m'aviez envoyés, vous aviez évoqué qu'on était le pivot du système ferroviaire, et c'est vrai. J'ai tendance à dire que dans cette démarche d'animation, de concertation avec nos clients, il faut qu'on aille un cran plus loin, ou j'allais dire 2 crans, voire 10 crans plus loin, pour qu'on soit aussi dans l'impulsion et être force de proposition. Parce qu'il ne faut pas que Réseau soit une sorte de monstre froid processé, ultra processé. On nous renvoie souvent cette image-là. On est une entreprise qui a énormément de contraintes, dont on doit également, respecter un certain nombre de conditions qui d'ailleurs en fait notre fleuron, notamment celui de la sécurité. Et puis on doit être neutre vis-à-vis de toutes les entreprises ferroviaires, mais il n'empêche en effet qu'il faut qu'on soit extrêmement présent sur le champ de l'innovation, sur le terrain de l'innovation et sur l'impulsion. On a des démarches, certaines sont très opérationnelles. Dans les démarches opérationnelles, j'entends les ouvertures de postes d'aiguillage au-delà de ce qui est prévu pour faire circuler des trains, l'accompagnement des sillons, les itinéraires alternatifs sur les travaux. Dans cette optique-là, on a une vaste démarche de façon à aménager les travaux que nous faisons pour ne pas pénaliser les trains de fret, ce qui génère des surcoûts de notre part, puisqu'en fait, on fait des bougées sur des travaux qui sont programmés à -5. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans les travaux qu'on a réalisés dans les tunnels vosgiens entre Redin et Saverne, on a aménagé donc les travaux pour faire circuler les trains. Ça représentait 15 millions d'euros de surcoût pour SNCF Réseau en 2023. Ça représentera plus de 45 millions d'euros pour SNCF Réseau en 2024. L'objectif étant, en fait, de nous contraindre sur notre organisation pour faire circuler des trains de fret. En 2023, ça a été 820 sillons jour qui ont été, sauvés. Donc, la deuxième grande démarche, c'est celle qui est plus sur un changement de paradigme, comme je l'ai évoqué, et être plutôt sur le terrain de l'innovation. Nous avons engagé une vaste démarche, un partenariat avec VNF, que ce soit à Strasbourg ou Nord-Est d'ailleurs, mais avec une démarche plus innovante sur Strasbourg, avec également le port autonome de Strasbourg, puisque nous avons lancé un laboratoire d'innovation multimodale rhénan qui a pour objet d'entente et en lien dans les discussions avec les chargeurs, commissionnaires de transport, entreprises ferroviaires, de regarder dans quelle mesure on peut faire du report modal. Alors, camion vers fer, camion vers fleuve et fer-fleuve, dans les principes de solidarité qu'on a évoqués, que Yann a évoqués. Et donc là, on est au début de la démarche, mais d'ores et déjà, on sent qu'il y a quand même une envie, parce que entre la première réunion et la deuxième que nous avons réalisée juste avant les vacances, on a eu bien plus d'entreprises présentes que lors de la première réunion. Et là, en l'occurrence, c'était plus de 70 entreprises qui étaient représentées, ce qui n'est pas rien.
sur notre capacité d'animation, de présence, de dialogue, de recherche de compréhension, de recherche de solutions. Mais en fait, ça fait partie de notre job et on le fait beaucoup avec une équipe qui est ici présente, qui est le pôle client et services. On a mis en place des comités de ligne pour trouver les solutions de financement des capillaires fret. On en a fait 17 comités de pilotage et autant de réunions de préparation avec l'État, la région, les collectivités, les chargeurs, les entreprises. Mais ça a été une très belle réussite, hein, je le redis, je l'ai dit plusieurs fois, je le dis à qui veut l'entendre. Ça a été 71 millions d'euros de financement qui ont été trouvés fin 2022 et aujourd'hui on fait des travaux. Donc on est dans de la réactivité absolue et on a prévu de continuer sur ce mode-là, même si c'est très challengeant. On a également Régio Fret, on a mis en place une sorte de grand séminaire. Certains d'entre vous étaient présents début juin. Donc il y avait 120 personnes, enfin 120 représentants EF chargeurs présents. On a la plateforme infrastructure et services qui nous conduit à avoir des entretiens en bilatéral avec des chargeurs et les ports. L'objectif étant d'alimenter la perspective fret 2030. Alors je sais bien que pour les entreprises de fret 2030, c'est très loin et c'est compliqué de penser à si long terme. Mais il n'empêche, il faut quand même qu'on le fasse parce que le réseau, travailler sur le réseau, c'est du temps long. Et donc, du coup, on fait quand même des hypothèses de développement, de croissance. Du coup, on y arrivera, j'en suis certaine. Donc, on travaille beaucoup dans cette configuration-là. Et puis, au sein de SNCF Réseau, on a mis depuis 3 ans en place un baromètre de satisfaction client avec 2 mesures par an, ce qui nous permet de rester très au contact de nos clients, donc encore une fois entreprises ferroviaires, chargeurs, mais également la région fait partie aussi de ce baromètre de satisfaction client. Le but étant d'entendre les éléments positifs, il y en a quand même quelques-uns. On a eu un taux de satisfaction de 7,5 sur 10 la dernière mesure, c'était très bien, mais également sur quoi il faut qu'on travaille encore pour évoluer. Voilà. Donc, 2 défis, l'innovation et puis se mettre en capacité pour répondre sur la belle trajectoire d'investissement qui nous attend. Très bien, c'était très clair. Merci Madame Berru pour ces orientations. Il est prévu de prendre quelques questions dans la salle avant de conclure cette séance. Est-ce que parmi vous, certains souhaitent poser des questions, interroger un de nos témoins notamment, ou questionner aussi le processus ou les différentes conclusions qui viennent de vous être présentées? Alors j'ai vu 2 monsieur. Donc juste présentez-vous s'il vous plaît et puis si vous avez une question, précisez à qui vous l'adressez puisque vous avez quand même un beau panel d'intervenants devant vous. Je commence. Très bien. Bonjour, Laurent Perrette, je représente le groupe Tereos, groupe coopératif leader sur les marchés du sucre, de l'amidon et de l'alcool. Donc moi je voudrais d'abord globalement souligner la qualité du travail qui a été effectué pour élaborer cette feuille de route. Il y a beaucoup de propositions, je vois dans le document, qui vont vraiment dans le bon sens, qui sont très intéressantes et je tiens à saluer tout particulièrement le point 14 sur la pérennisation des lignes capillaires de fret, qui est un sujet qui nous préoccupe beaucoup et j'en profite pour saluer l'action de la région et de l'État pour sauver notamment la ligne Ouary-Esternay qui dessert notre sucrerie de Connantre dans la Marne. Je suis également sensible au fait, ça a été mentionné par M. Phillips, de pouvoir réfléchir à des nouveaux modèles de financement ou de gouvernance pour les infrastructures. Je crois que c'est effectivement important de savoir ouvrir la boîte. Et puis, le seul bémol qui ne surprendra pas M. Philippe, puisqu'effectivement on en a parlé pas plus tard que la semaine dernière, c'est l'interrogation qu'on peut avoir sur le projet de la région de mettre en place une taxe sur les poids lourds. Et nous souhaitons effectivement qu'il puisse y avoir une étude d'impact économique préalable avant toute décision définitive, puisque nous pensons qu'effectivement ça peut
avoir un impact non négligeable. À titre d'exemple, je parlais de la sucrerie de Connantre. En période de campagne, cette sucrerie, elle est au bord de la Nationale 4, qui est l'un des axes qui serait concerné. Ce sont 1000 camions par jour qui entrent et sortent de la sucrerie pour apporter les betteraves des champs jusqu'à l'usine et puis en ressortir avec des pulpes ou du sucre. Sur ces 1000 camions, 800 empruntent la Nationale 4. Si vous prenez 125 jours de campagne, ça fait 100 000 camions. Sachant qu'ils vont collecter les betteraves dans un rayon de proximité, c'est pas du transit, c'est vraiment du local, c'est 40-45 km. Ça fait des millions de kilomètres. Si on imagine une taxe kilométrique sur les poids lourds, ce serait effectivement extrêmement pénalisant. Donc je comprends la volonté de la région, et on l'a bien compris, d'avoir une action de mise à niveau sur des axes qui se sont dégradés ces dernières années et qui sont structurants pour la région. Mais nous pensons quand même qu'il faut, avant de se lancer définitivement dans cette démarche, avoir une étude d'impact économique. Ça nous semble indispensable. Je trouve que c'est une excellente intervention. Je peux en dire un mot, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés, puis j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'entre vous. Et ce que je porte toujours comme message, c'est que déjà, ne soyons pas trop pressés, on a du temps par rapport à la mise en œuvre de ce projet. On a le temps de discuter. On est venu très en amont vous solliciter et vous voir pour pouvoir en discuter. Et on a la chance, et je l'évoquais par rapport au projet de la collectivité européenne d'Alsace, d'être peut-être moins le couteau sous la gorge, parce que nous, on va se lancer dans une expérimentation de gestion à partir du 1er janvier 2025, et que de toute façon, même si on voulait le mettre très rapidement en œuvre, ce projet d'éco-redevance, on n'y arriverait pas avant 2027. Donc effectivement, demain, passer un rapport à la commission permanente qui permet d'acter le fait qu'on aille sur l'expérimentation avec l'État sur la RN4 et sur la 31, qu'on se lance dans cette expérimentation qui nous est permise par la loi sur une période de 8 ans. Donc c'est quand même une période où ça nous permet de voir un certain nombre de choses. Après, l'éco-redevance, moi, je ne suis pas pressé non plus à la minute de la mettre en œuvre tout de suite. Donc, il faut qu'on soit bien tous autour de la table, qu'on voit les modalités, qu'on précise peut-être quelles sont les compensations, qu'on puisse trouver un seuil qui soit acceptable, qu'on puisse voir aussi par rapport aux évolutions de la directive Eurovignette, parce qu'on a régulièrement des échanges en ce moment avec la DG Move à la Commission européenne, et il y a des ouvertures aussi pour peut-être alléger un petit peu les dispositifs. Donc, il faut... Je pense sur ce sujet, ne pas se stresser outre mesure, y aller tranquillement. Et je peux vous dire que j'ai pas trop de doutes sur le fait que moi-même, le président et tous les acteurs de la région ont tous envie qu'on réussisse la réindustrialisation, qu'on continue à soutenir les différents acteurs économiques, tout en ayant des infrastructures qui soient à niveau. Donc il faut un moment qu'on réponde à cette équation, mais je suis persuadé qu'on y arrivera ensemble, comme on a réussi à faire cette belle feuille de route. On avait une question de Monsieur Sanson, je crois, qui voulait intervenir. Oui, bonjour à toutes et à tous. Claude Sanson, président d'Afilog. Tout d'abord, je voulais, puisque Afilog intervient dans l'ensemble des conférences régionales au niveau national, vous dire et remercier, alors là, vraiment très très fort, et le conseil régional, et la région, et l'ORTL, et... l'ensemble des gens de l'Adréal qui ont travaillé, parce que vous êtes la première région sur la qualité du travail qui a été fourni au niveau national. Je le dis, vous êtes en plus la première région dans laquelle je récupère une feuille de route. C'est-à-dire qu'on a travaillé dans d'autres domaines, mais on n'a pas de feuille de route. Là, on a une feuille de route. Alors, vraiment, de ce côté-là, c'est extrêmement important. Je voulais simplement apporter peut-être une petite précision par rapport à ce qui a été dit par les uns et les autres et sur lesquels j'adhère totalement, sur le fait que la problématique du foncier logistique est extrêmement importante, on le sait. On parle beaucoup au niveau national de réindustrialisation, mais il est bien évident que si on parle de réindustrialisation, on a besoin de foncier, et pour implanter l'industrie, et pour implanter la logistique qui servira à l'industrie. Donc, le problème du foncier est important. Mais ce qui est important, et j'ai eu l'occasion
de m'en entretenir avec les gens de l'Adréal sur ce sujet et les gens du Stradet. Ce qui est important, c'est, je pense que du foncier, on en a. Ce qu'il faut qu'on ait, c'est une vision à moyen terme de l'utilisation de ce foncier, pour que les entreprises puissent s'organiser en conséquence. On sait bien qu'on ne va pas pouvoir aller n'importe où, artificialiser tout ce qu'on veut, mais on a des friches, eh bien, il faut que ces friches, on les travaille au maximum pour pouvoir se réimplanter sur les friches. Et pour tout cela, il faut qu'on ait une vision à moyen terme. Je le dis d'autant plus qu'il y a un sujet qui n'a absolument pas été abordé au cours de notre, au moins du travail d'aujourd'hui. Je crois qu'on l'avait légèrement abordé dans les ateliers de travail, c'est la problématique des recours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons fait avec l'État, avec les régions, avec les DREAL, quand on dépose des dossiers, de gros efforts au niveau des délais. Et ces délais se sont améliorés. Mais nous avons aujourd'hui un doublement des délais qui est en train de se présenter à l'horizon du fait des recours. Or, je rappelle que nous sommes dans une situation économique où il y a de l'inflation et qu'aujourd'hui, signer un devis d'un bâtiment qu'on construira dans 4 ans ou dans 5 ans, c'est impossible. Or, le fait des recours fait qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas combien de temps on va mettre, et pourtant on a signé des documents. Donc, cet aspect des recours, il faut absolument qu'on le prenne en compte à tous les niveaux, et qu'on ait donc cette vision de l'utilisation du foncier, mais qu'en même temps, on ait une certaine sécurité que quand on utilise ce foncier, on ne sera pas soumis à un recours quelquefois, puisque je le dis gentiment, mais on voit, nous, au niveau national, que le recours est de temps en temps en train de se professionnaliser. Hein. Donc, il faudra aussi qu'on travaille un peu sur ce sujet. Ceci dit, et pour terminer, ça a été évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président a parlé de l'Observatoire de l'immobilier logistique. Il est bien évident que Afilog se tient à l'entière disposition de la région Grand Est pour travailler dans l'Observatoire. C'est bien noté, merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question dans la salle, monsieur? Oui, Jean-Pierre Gouteau, je représente les Terres Touloises, accompagné d'ailleurs, j'accompagne le président. Juste rapidement quelques éléments de contexte. On participe aussi bien sûr à la révision du SCOT de la multipôle Sud-Lorraine. La question s'adresse à la région et à l'État, mais tous les partenaires sont concernés. Tout d'abord, effectivement, on se félicite comme tout le monde de l'ambition marquée pour moderniser et avoir des modalités trimodales sur le fret et la logistique. La question plus précise, dans la révision du SCOT et la mise en œuvre de notre PLUI, on a fait remonter des projets qui sont notifiés comme d'intérêt au moins régional. Notre zone logistique d'accès routier est pleine. C'est vrai aussi sur les zones de Pont-à-Mousson, etc. Et nous, on a fait 2 propositions sur 2 zones logistiques multimodales. Une zone de friche à Don-Germain et une zone à Gondreville, Ville et Saint-Étienne, où elle serait trimodale. Où là, d'ailleurs, on a un partenariat avec VNF et, je l'espère, avec la SNCF Réseau. Donc ma question précise est de savoir à quel moment la région, l'État et les partenaires vont nous donner un retour pour qu'on puisse mettre en œuvre de manière opérationnelle, dans la dynamique qu'est la nôtre, de savoir comment on va fonctionner sur ces projets de zones multimodales. Mais vous en êtes où sur ces projets? Ils ont été transmis à la fois à l'État et à la région, et à quel stade vous en êtes? C'est-à-dire qu'ils figurent dans vos documents d'urbanisme, si j'ai bien compris? Alors, pour ce qui est de la zone de Don-Germain, on mène déjà un travail avec l'État et la préfecture. Et pour ce qui est de la zone multimodale sur le port, mais embranché ferroviaire, c'est quelque chose qui est remonté à la région via VNF et via la multipôle. Oui, je vais regarder ce dossier. J'avoue que je le découvre par votre intervention, mais
On va regarder cette question. Si elle est arrivée chez nous, on doit pouvoir vous apporter une réponse assez rapidement, j'imagine. Bien, est-ce qu'il y a d'autres droits de remords? Dernière question, Président, je propose qu'on concluiez. Oui. Bon, bah, finalement, on est pas mal. On s'est quand même... on est presque dans les temps. C'est parfait. Alors, retard à moitié pardonné parce que j'ai cru comprendre que vous aviez eu une information de réunion à 14h30. Oui. Je le dis pour l'assistance. Ça explique que chacun ait fait preuve de patience et donc merci. Écoutez, ça a été dit par un certain nombre d'intervenants et un certain nombre de personnes qui ont eu la gentillesse de dire bravo, de dire que ce qu'on faisait était pas si mal. Et comme en général en France on aime bien se flageller, moi je vais faire tout le contraire parce que vous avez compris que je suis un peu atypique. Et donc je prends le point du bravo et je pense qu'on peut être satisfait et même fier du travail qui est mené. On a la chance en Grand Est d'avoir des acteurs qui savent se mobiliser, dialoguer entre eux malgré des différences et des désaccords qui sont parfois importants, mais ça ne nous empêche pas de trouver des terrains et des points d'entente. Je voudrais remercier tout particulièrement la présence de Madame la Préfète pendant toute cette réunion. C'est que vous êtes sur le pont régulièrement et donc merci de nous avoir accordé ce temps. Je voudrais remercier la région Grand Est pour sa mobilisation. Je pense que ça aussi, ça a été dit, mais on peut se le redire. Nous sommes l'une des régions françaises où le Conseil régional est le plus mobilisé dans le cadre de la conférence logistique. Et ça se voit d'ailleurs sur la qualité des travaux et des productions. Je voudrais remercier en particulier Régine Alloire, qui est la conseillère régionale, présidente déléguée de l'ORTL, que vous n'avez pas entendu, mais qui s'implique régulièrement dans la vie de l'ORTL et qui s'implique beaucoup dans les travaux parce qu'elle a une expérience dans ce secteur. Remercier les services de l'État, l'ADREAL, pour leur contribution à l'animation de l'association et l'organisation de la conférence. Je dis tout à l'heure, ils ont souvent un rôle ingrat, mais ils perdent jamais de leur motivation. Donc bravo à Patrick Cazin-Bourguignon et à ses équipes, David, Nicolas notamment, pour le travail et pour être les chevilles ouvrières, comme on dit, de fonctionnement de l'RTL. Et je sais qu'ils n'ont pas que ça à faire. Je voudrais remercier les gens qui ont participé aux différents ateliers et puis aussi Interface Transport qui nous a accompagnés dans la démarche et qui était avec nous. Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, on a une feuille de route, on a des choses claires, on l'a dit devant vous et quand on prend des engagements, on a plutôt la réputation de les tenir. Il nous reste encore beaucoup de travail. On va continuer à avancer. J'espère que de par votre présence aujourd'hui, on va faire naître quelques vocations pour nous rejoindre parce qu'on est toujours à la prise de bonne volonté. Sincèrement, en intégrant des groupes de travail, vous verrez qu'il en reste toujours quelque chose. Donc n'hésitez pas à venir avec nous. Je pense que pour que ça marche, évidemment, il faut qu'il y ait une mobilisation de tous. Donc la feuille de route, elle n'est pas figée. On va la faire évoluer, on va avancer. Et puis, il nous appartient d'écrire l'avenir de notre région. Voilà.